Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un petit retour sur ce que tu as appris en géométrie l'année passée. Donc, tu comprendras qu'on fait vraiment un petit survol très rapide sur les bases de ce que tu as vu l'an dernier. Donc, on y va. D'abord, polygone régulier. Là, je me concentre sur ce qui est essentiel pour le secondaire 2. Pour le reste, on va y aller au fur et à mesure qu'on va progresser. Donc, un polygone régulier, qu'est-ce que c'est? C'est une figure géométrique qui est fermée. Donc, le point de départ doit être exactement au même endroit que le point d'arrivée. C'est ça que ça veut dire une figure géométrique fermée. Qui a tous ses côtés congrus. Là, congru, isométrique, de même mesure, ça veut tout dire la même chose. Il faut que tu sois habitué à utiliser tous ces mots-là, parce que tu vas les voir passer autant un que l'autre. En plus, il y a ce petit symbole-là qui est peut-être nouveau pour toi, qu'on utilise en géométrie. En fait, en géométrie, on ne peut pas dire qu'une figure est égale à une autre figure. Ça ne se dit pas parce qu'on prend pour acquis qu'un dessin ne peut jamais être identique. Donc, si c'est pas égal, il y a une petite différence. Donc, tu vois que le symbole, c'est une espèce de fusion entre le égal et le approximativement égal. La petite vague, elle laisse sous-entendre qu'il peut y avoir une petite différence au niveau du dessin, tout simplement. Mais dans ta tête, quand tu vois ce symbole-là, ça veut dire que c'est égal. C'est pareil. OK? Donc, on l'utilise, c'est le égal, mais en version géométrie. Maintenant, comment on fait pour savoir si on a des figures qui sont des polygones réguliers ou des polygones irréguliers? Un polygone régulier a tous ses côtés de même mesure. Ici, on a un carré. Est-ce que le carré a tous ses côtés identiques, égaux? Oui. Donc, le carré, c'est un polygone régulier. On va le mettre dans la gang des polygones réguliers. Mon triangle isocèle ici, est-ce qu'il a tous ses côtés isométriques? Non, celui-là est bien plus petit par rapport aux deux autres. Donc, il va dans la gang des polygones irréguliers. Ensuite de ça, j'ai mon trapèze. Est-ce que tous ses côtés sont de même mesure? Non, celui-là est beaucoup plus petit que celui-là. Il est irrégulier. Ici, j'ai un hexagone qui a tous ses côtés pareils, identiques. Il va dans la gang des polygones réguliers. Un rectangle, c'est un polygone régulier ou un irrégulier? Ça va dans la gang des irréguliers. L'autre chose que tu vas devoir apprendre à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est à te fier aux caractéristiques pour identifier les figures. Beaucoup d'élèves, quand je mets ce dessin-là, me disent c'est un carré, c'est évident. Mais à partir du moment où je le fais pivoter comme ça ici, c'est plus un carré, ça devient un losange. Alors que ma figure, elle a juste tourné. Si elle était un carré puis que je la fais tourner, ça reste un carré. La différence entre un carré et un losange, ça n'est pas la position qu'il a sur ma feuille. Ce sont ses caractéristiques. Un carré, ça a des angles droits, ce qu'un losange n'a pas. Donc, tu fais attention à ces petits détails-là. Un carré, c'est des angles droits. OK? L'autre chose que je vois souvent passer, c'est au niveau des diagonales. Plusieurs, je vais essayer de te dessiner ça, plusieurs ont dans leur tête qu'une diagonale, ça doit être une ligne oblique. Alors que, je fais le même principe, ma diagonale est en rouge. Si je fais pivoter mon carré, la diagonale est encore là, mais elle n'est plus à l'oblique, elle est à la verticale. Ça reste quand même une diagonale. La définition de diagonale, ça n'est pas une ligne oblique. La définition de diagonale, c'est une droite, un segment de droite qui relie deux sommets opposés. C'est ça la définition d'une diagonale. Donc, peu importe comment elle est placée sur ma feuille, à partir du moment où elle relie deux sommets opposés, c'est une diagonale. Donc, tu comprends le principe que c'est important que tu connaisses tes caractéristiques de figure, tes propriétés, pour être capable de les reconnaître rapidement, pour être capable d'appliquer les bonnes formules, pour être capable de faire des déductions. Oh là, je viens de dire un mot méchant. Des justifications. Oh là, ça c'est pénible. Oui, on va en refaire encore cette année des justifications. Je sais que c'est difficile. Faut les pratiquer, faut être capable de les faire vite et bien. Donc oui, on va retravailler encore nos justifications cette année. Ensuite de ça, il faut apprendre le nom des polygones. Souvent, dans tes problèmes, on va te dire
Voici un octogone, mais tu n'as pas de dessin. Tu dois être en mesure de savoir que l'octogone, ça a 8 côtés. Dans nos formules, on va avoir besoin du nombre de côtés. Donc, si tu ne sais pas que le octogone a 8 côtés, ben, tu ne pourras pas faire ton travail, tu ne pourras pas mettre le chiffre 8 dans ta formule. Donc, ce que je te conseille de faire, tu mets la vidéo à pause, tu vas fouiller dans ton cahier et tu me trouves le beau petit tableau avec le nom de chacun des polygones, le nombre de côtés, le dessin, tu mets tout ça sur ton cahier spirale. Ensuite de ça, je t'ai mis un autre exemple facile qui est plus de niveau secondaire 1 puis même primaire. Un décagone possède un côté de 4 cm. Calcule son périmètre. Si tu ne sais pas c'est quoi un décagone, tu ne seras pas en mesure de calculer son périmètre. Si tu sais que le décagone, ça a 10 côtés, donc 10 côtés, ça va marcher? Ouais. Donc 10 côtés, chacun mesure 4 cm. Ben, son périmètre, on va faire 4 fois 10, ça fait 40. C'est réglé vite comme ça. Mais si tu connais pas ce mot-là, tu peux pas faire ton travail, c'est des points perdus bêtement. Donc, c'est important de connaître les noms des figures tout de suite. Différence entre le périmètre et l'air. Ça, c'est encore une bêtise que beaucoup d'élèves font. Vous avez de la misère à différencier le périmètre et l'air. Le truc que je te donne, d'abord, quand tu écoutes les nouvelles, là, puis qu'on dit on a fait un périmètre de sécurité, qu'est-ce qu'on fait exactement quand on fait un périmètre de sécurité? C'est qu'on vient mettre un ruban jaune ou orange tout autour de la zone qui est dangereuse. Mettons que c'est des déchets toxiques. Donc, on a mis un ruban autour. Le périmètre de sécurité, c'est le contour, c'est la clôture, c'est le ruban jaune. Donc, ça, il faut que tu t'en souviennes. Si c'est quelque chose qui te cause problème, moi, je te conseille de mettre ces deux exemples-là côte à côte sur la même page dans ton cahier spirale. Tandis que l'air, là, j'ai cherché des trucs depuis des années pour essayer de vous aider à différencier ça. À part périmètre de sécurité, j'en ai pas trouvé. Si toi, t'en as un, viens me le dire, ça presse, j'ai hâte de savoir ça. Donc, l'air, c'est toute la zone en mauve, c'est l'intérieur, c'est le tapis sur mon plancher, c'est la peinture sur mon mur. Donc, c'est tout l'intérieur de la figure. Alors, on doit être habile à différencier les deux rapidement. Maintenant, si on te demande de calculer le périmètre, là, ça, c'est de niveau secondaire 1. Comment on procédait? D'abord, on avait, oups, là, je ne l'ai pas marqué. Bon, j'ai réécrit le petit bout qui me manquait. Quand on avait, en secondaire 1, à calculer des périmètres ou des aires, on commençait toujours avec une formule. Moi, j'ai choisi celle-là pour le périmètre, mais il y en a plusieurs là, dans le cas du périmètre d'un rectangle. Donc, tu écris la formule de base standard qui s'applique à toutes tes figures, à tous tes rectangles. Étape suivante, je remplace chacune des lettres par sa valeur. La longueur vaut 4. Je me rends compte, j'ai encore fait une bêtise. Puis, la largeur vaut 3. Et étape suivante, je fais mon calcul, chaîne d'opération, comme j'ai appris en secondaire 1. Même chose pour l'air. Je commence en écrivant ma formule standard qui s'applique à tous les rectangles. Je remplace, hey, ça va pas bien mon affaire. Je remplace chacune des mesures par un nombre. Je fais le calcul et ça me donne la réponse. Maintenant, quelle est la différence entre les unités de mesure de périmètre et d'air? Quand j'ai des unités d'air, j'ai besoin du 2 en l'air. Ça, c'est un truc pour le retenir. Quand tu calcules l'air d'une figure, il faut mettre le 2 en l'air. Tandis que quand je calcule le périmètre, il n'y a pas de petit 2, il n'y a rien à mettre en mètre. Il n'y en a pas. P pour pas. Bon, tiens, je viens de te trouver un autre truc. Cette année, est-ce qu'on va encore travailler avec des formules? Oui. Est-ce qu'on va encore devoir remplacer par des mesures? Oui. Faire des chaînes d'opération? Oui. Même principe. Cette démarche-là, tu vas la réutiliser à plusieurs reprises. Ce qui va changer, c'est que ça ne sera pas des rectangles qu'on va calculer. Ça va être des polygones réguliers. Ça va être des cercles. Mais l'idée générale, la façon de présenter ta démarche, elle va rester identique.
Et tu t'imagines qu'un jour, je vais pouvoir te donner l'air et te demander de me trouver un ou l'autre. Hein? Tu te souviens qu'en algèbre, en secondaire 2, on fait les problèmes à l'envers. Donc, je te donne la réponse finale et je te demande de me trouver une des mesures du début. Ça aussi, ça va se faire cette année. Mais on verra ça en temps et lieu. Autre chose importante qui cause souvent problème, c'est vos changements d'unité de longueur. Ça, là, à chaque examen, il y en a. Si ça te cause problème, il faut que tu viennes me voir. Il faut qu'on règle ça rapidement pour pas que tu perdes des points inutilement à chaque examen. Je te le rappelle rapidement. Je fais un exemple. Donc, 3,4 cm, ça fait combien en millimètres? Là, si tu es habitué, là, au primaire, là, t'en faisais des transformations, puis tu te cassais pas la tête avec le tableau, tu sais très bien que ça fait 34 mm. T'as pas besoin de rien calculer dans ton tableau. Maintenant, là, il y en a qui ont appris à faire un petit tableau à la main puis à écrire le 3,4 dedans ce petit tableau-là. Je te dis tout de suite, à mon avis, c'est un paquet de problèmes parce que quand tu arrives dans les unités d'air, tu as beaucoup de misère à travailler avec ça. Ce que moi, je te propose, c'est un seul tableau que tu vas mettre dans ton cahier spirale et qui va marcher tout le temps. Tu n'auras rien à réécrire à chaque fois. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Tu vas gagner un paquet de temps. L'idée derrière ça, c'est la suivante. Qu'est-ce que j'ai fait à mes centimètres pour obtenir les millimètres? Mais là, si tu regardes, la virgule était entre le 3 et le 4, tandis que dans 34, ma virgule est rendue à la fin, à droite du 4. Donc, elle s'est déplacée de un chiffre vers la droite. Maintenant, si je m'en vais dans mon tableau avec mes unités de mesure, et que je veux passer de centimètres à millimètres. Vois-tu ma flèche, là, se déplace vers la droite. Je passe de centimètres vers millimètres. Vers quel côté j'ai déplacé ma flèche ici? Vers la droite. Ma virgule s'est déplacée vers la droite. Quand je me déplace vers la droite dans mon tableau, la virgule va se déplacer vers la droite. Je me suis déplacée de combien d'unités de mesure? Je suis partie de centimètres pour me déplacer à millimètres. Donc, j'ai fait un bond dans mon tableau. De combien de chiffres ma virgule s'est déplacée? De un chiffre. D'où ça vient cette histoire-là? Ben, si tu fais 34 fois 10, 3,4 fois 10, ça te donne 34. Chaque unité de mesure étant 10, là, écoute bien mes mots, là, étant 10 fois plus petite, il en contient donc 10 fois plus que la précédente. Dans 1 centimètre, j'ai 10 millimètres. Donc, je vais prendre mon nombre de centimètres, je vais faire fois 10, ça va me donner la même quantité, mais en millimètres. Donc, quand je me déplace vers la droite dans mon tableau, la virgule va se déplacer vers la droite dans mon nombre. Et à l'inverse, si je me déplace vers la gauche dans mon tableau, la virgule va se déplacer vers la gauche dans mon nombre. Là, je ne vais pas plus en détail que ça. Je te rappelle que ce qu'on fait, c'est un rappel. Si pour toi, c'est quelque chose de nouveau, si tu as l'impression que c'est tout mêlé, fais-moi signe en classe. On doit le retravailler dès maintenant. Donc, tu prends ton tableau en note dans ton cahier spirale. Et tu rajoutes tous les petits fois 10 et les petits divisés par 10. Donc, ça, c'est quand on transforme nos unités de mesure de longueur. J'ai oublié de te parler tantôt. SI, qu'est-ce que c'est? C'est le système de mesure international. Donc, tous les pays se sont entendus, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Il y a encore des pays qui ne le font pas, qui travaillent en pouces, en pieds, mais beaucoup de pays ont adopté ce système-là parce que c'est en base 10, c'est beaucoup plus facile que de travailler en pouces puis en pieds. Maintenant, je ne sais pas si tu connais le truc pour retenir tous ces mots-là, parce que tu vas devoir les apprendre aussi. Donc, on part du milieu, M pour milieu. Donc, on part du M. Et de chaque côté, as-tu remarqué que c'est les D? Donc, si je m'en vais vers la gauche, je vais avoir les dames et ensuite les hommes. Tu sais, la politesse, on laisse passer les dames d'abord. Donc, on commence par les dames, ensuite les hommes. Kilomètre, ça va habituellement bien. Vous savez que c'est celui du bout. Si je m'en vais de l'autre côté, donc, je vais avoir les dames en premier, puis centimètres, millimètres, ça va bien. Donc, ceux qui sont les plus difficiles, là, c'est ceux que je suis en train d'encadrer. Fait que le truc pour les retenir, ça te prend un D chaque barre. Et quand tu vas vers la gauche, c'est les dames avant les hommes. Donc, ça, c'est le truc pour les retenir. Maintenant, si on avait des unités de capacité,
des litres, décilitres, centilitres, millilitres, ou si on avait des unités de masse, des grammes, kilogrammes, décagrammes et compagnie, qu'est-ce que ça changerait? Rien pantoute. C'est exactement le même principe que ce qu'on a fait tantôt. C'est juste le nom qui change, tout simplement. Mais la façon de travailler, qu'à chaque fois que je fais un bond, ma virgule se déplace d'un chiffre, c'est exactement la même chose, ça ne change pas. Donc, tu pourrais, encore une fois, prendre ton petit tableau en note dans ton cahier spirale avec toutes les fois 10 sur les flèches et toutes les divisées par 10 sur les flèches aussi. Maintenant, je t'explique un peu plus d'où ça vient parce que je sais qu'il y a des élèves, ça va aider de voir ça et ça va leur permettre de mieux comprendre. Voici donc un rectangle qui mesure 4 mètres par 3 mètres. Là, tu vois ici, j'ai changé la formule. Hein. Tantôt, j'avais longueur fois largeur. Là, je t'ai mis base fois hauteur. Ça change absolument rien. Donc, si je fais le calcul pour mon aire, j'obtiens que c'est 12 mètres carrés. Mais si je voulais travailler en décimètres au lieu de travailler en mètres, qu'est-ce que ça changerait? Ben, mon 3 mètres, ça deviendrait 30 décimètres si j'applique mon petit tableau de tout à l'heure. Mon 4 mètres deviendrait 40. Et dans le calcul de l'aire, je me retrouve avec 1200. Là, je te remonte ça un petit peu. Je suis passé de 12 mètres carrés à 1200 centimètres carrés. Donc, j'ai pas juste déplacé ma virgule de un chiffre quand je passais de mètre à, j'ai mis centimètre, c'est décimètre. J'ai pas juste déplacé ma virgule de un chiffre, je l'ai déplacé de deux chiffres. Elle était après le 2 et maintenant, elle est 2 zéros plus loin. Donc, pour passer de mètre carré à décimètre carré, il faut faire une multiplication par 100 et non pas par 10. Qu'est-ce que ça va donner dans mon tableau de transformation des unités d'air? Là, tu vois, ça, c'est un quatrième tableau. On avait longueur, on avait capacité, on avait le poids, puis là, on est dans les unités d'air. Chaque petit bond sur mon tableau correspond à un déplacement de deux chiffres. Donc, ce ne sera pas juste des fois 10, ça va être des fois 100. Donc, tu peux encore une fois prendre ton tableau avec tous les petits fois 100 divisé par 100. Donc, à chaque bond, quand tu es dans les unités d'air, à chaque bond, tu déplaces de deux chiffres, ta virgule, et tu la déplaces dans le même sens que tu vas dans ton tableau. Ça, c'est comme le raccourci au lieu d'être obligé de tout faire la démarche au long. C'est pour t'aider à t'en souvenir. Donc, comment je fais? Quel truc? As-tu remarqué qu'il y a un petit 2 en haut? Quand tu vois l'exposant 2 dans ton unité de mesure, ça veut dire que tu dois faire des bonds de 2. Si je me déplace, par exemple, de hectomètre à mètre carré, donc, on va en prendre un autre, de hectomètre à, on va se faire un petit peu de couleur, ça va nous aider. Je pars de hectomètre carré et je veux m'en aller à centimètre carré. Donc, comment tu vas calculer ça? À chaque bond, on déplace notre virgule de deux chiffres. Donc, je la déplace de 2, de 4, de 6 et de 8. Et je la déplace dans quelle direction, ma virgule? Je la déplace dans la même direction que je me suis déplacée dans le tableau, donc vers la droite. Donc, pour passer d'hectomètre à centimètre carré, je déplacerai ma virgule de 8 chiffres vers la droite. Là, on a un problème. Tu vas me dire, si j'ai le nombre, je vais essayer d'écrire ça ici, 34 hectomètres carrés, puis on me demande de l'écrire en centimètres carrés. Je ne peux pas déplacer ma virgule de 8 chiffres, j'ai juste un chiffre. Il faut que tu saches, là, écoute bien ce que je te dis, une fois que ta virgule est placée, tu as le droit d'ajouter autant de zéros que tu veux après ton nombre. C'est illimité. Tu en ajoutes autant que tu veux. Et après ça, tu vas être en mesure de déplacer ta virgule de 8 chiffres. 2, 4, 6, 8. Elle s'en viendrait donc ici. Donc, tu vois, quand ta virgule est placée, tu rajoutes des zéros autant que tu as besoin, c'est pas un problème. Et tes zéros, tu les ajoutes à la fin de ton nombre ou au début. J'aurais pu les mettre avant le 3 aussi, si j'en avais eu besoin à cet endroit-là. Tu n'aurais pas pu ajouter tes zéros entre le 3 et le 4, par contre. Ça se fait pas, c'est une grave erreur. Tu peux les ajouter soit avant ton nombre, soit après ton nombre. Donc, ça, c'était pour les changements d'unité d'air. Maintenant, je t'ai mis un méga tableau. Je vais essayer de te procurer ça par papier parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations là-dessus.
toutes tes propriétés des quadrilatères. Donc, en gros, qu'est-ce que ça dit? Il y a des propriétés qui sont écrites en mots. Si je prends le losange, les angles consécutifs sont supplémentaires. Là, tu vas falloir que tu te réappropries tous les mots de vocabulaire. Hein? Supplémentaire, ça voulait dire qu'ensemble, ils forment un angle de 180 degrés. Supplémentaire, 180 degrés. Donc, tu as des propriétés qui sont écrites. Il y a des symboles que tu es censé savoir. Ça, c'est le symbole de perpendiculaire. Ça ici, c'est un gribouillis. Je ne sais pas si ton enseignante l'année passée te l'avait montré. Sinon, tu m'en parles en classe, puis je t'expliquerai qu'est-ce que ça veut dire. C'est l'abréviation d'une très longue phrase. Donc, on sauve beaucoup de temps en utilisant ces symboles-là. Sinon, tu as d'autres symboles qui sont écrits sur le dessin. Je te les explique. La petite ligne qu'on fait comme ça, elle veut dire que tous ses côtés sont isométriques, congrus, même mesure. Donc, c'est vrai qu'un losange a tous ses côtés de la même mesure. Ça, c'est la signification de ma petite ligne. La même chose, si je la fais dans les angles, ça veut dire que ces deux angles-là ont la même mesure parce qu'ils ont une petite ligne. Tandis que ces deux angles-là ont deux petites lignes, ils sont pareils ensemble. Donc, l'angle de droite et l'angle de gauche sont isométriques. L'angle en haut et l'angle en bas sont isométriques. Donc, ils sont pareils deux par deux. Mais celui du bas et celui de droite n'auront pas la même mesure. Donc, ça, c'était le premier symbole. Deuxième symbole aussi que tu dois savoir, c'est que les côtés opposés sont parallèles. La petite flèche, ça veut dire parallèle. Quand je mets une flèche, les côtés qui contiennent une flèche sont parallèles entre eux. Les côtés qui contiennent deux flèches sont parallèles entre eux. Donc, ça, c'est un autre symbole que tu dois connaître. Le petit carré dans le coin, ça, habituellement, ça cause pas de problème. Tu te souviens que c'est un angle droit. Donc, il y a beaucoup de propriétés comme ça que tu dois connaître. Tu dois connaître aussi forcément le nom de ces figures-là. Ça, habituellement, ça va bien. Donc, en classe, je te sortirai la feuille pour t'éviter d'avoir à prendre tout ça en note. Donc, perds pas de temps avec ça, tu vas l'avoir sur papier. Donc, ça complète notre tournée, notre survol rapide des notions de première secondaire. Donc, en classe, tu auras du travail à faire là-dessus. Fait que n'hésite pas s'il y a des choses qui t'embêtent encore, surtout les unités de mesure. Je suis fatigante avec ça. C'est important que tu sois habile à faire tes changements d'unités de mesure. Je te souhaite donc bon travail.